Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Détour, l'émission qui vous invite à prendre les chemins de traverse. Avec vous et avec nos invités, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui osent se perdre pour mieux se trouver. Chères auditrices et auditeurs de Radio Paul Bert, bonne arrivée sur Détour, l'émission partenaire des associations MC2A, SoCoopération et l'Institut des Afriques. C'est à une plongée dans les cinémas d'Afrique et de l'océan Indien que Détour vous convie aujourd'hui. L'océan Indien, auquel nos trois invités sont très étroitement reliés, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y vivent et y travaillent, soit les trois en même temps. Les cinémas d'Afrique, parce qu'ils sont de passage à Bordeaux dans le cadre d'Afrique en Vision, manifestation initiée par l'Institut des Afriques, dont la 3e édition est inscrite cette année sous le prisme des luttes, édition qui s'est déroulée du 30 novembre au 4 décembre. Afrique en Vision nous invite à la rencontre des professionnels des cinémas d'Afrique qui imposent leurs récits sur un continent trop longtemps filmé par d'autres et bien souvent réduit à des visions simplistes. En racontant leur monde, ils nous racontent surtout le monde. La singularité et la richesse de leurs approches nous invitent à envisager ce monde qui nous est commun dans sa complexité à partir d'autres points de vue. Chacun d'entre eux a plusieurs casquettes, nous en parlerons, mais pour faire court, l'une est productrice et autrice, l'un est cinéaste, auteur et monteur, l'autre est également cinéaste et directeur exécutif du fonds de soutien DOCA, Documentary Africa. Bonjour Eva Belli Louv, Nantaïne Louv et Mohamed Saïd Ouma. Bonjour. Salam et bienvenue à tous les trois. Vous vous connaissez depuis longtemps et l'un de vos points communs réside dans votre lien originel au cinéma, puisqu'à vos débuts, vous ne vous destiniez pas forcément à cet art. Eva a commencé par des études de psychologie, d'anthropologie, de sciences économiques et sociales. Louv a par le journalisme et l'humanitaire. Mohamed est aussi passé par le journalisme, puis la programmation du Festival international du film d'Afrique, avant de devenir cinéaste et directeur de DOCA. Quelle nécessité vous a poussé à bifurquer de vos chemins premiers pour vous engager dans la fabrique du cinéma ? On va commencer par vous, Eva. Oui, bonjour à tous. Donc, ravie d'être ici pour parler de notre parcours et du cinéma. J'ai trouvé l'introduction magnifique sur les détours. Là, justement, vous avez fait un détour, en fait, tous les trois. Oui, exactement. Alors, moi, mon premier détour, c'était déjà de passer de la psychologie à l'anthropologie. Et ça s'est passé par le fait d'aller à Madagascar, de découvrir ce pays et d'avoir trop envie de m'ouvrir aux cultures d'ailleurs et pas seulement aux questions individuelles. En fait, j'ai découvert le collectif en arrivant à Madagascar. J'ai découvert la notion même de communion et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais une image un peu négative du collectif, comme peut l'avoir beaucoup de Français, comme quelque chose d'enfermant, de moralisateur, de négatif, quoi, qui brime la liberté. Et en fait, je me suis rendu compte en allant là-bas que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il y a de ça, mais qu'il y a aussi plein d'autres choses, en fait, très beaux, que l'humain, il est fait pour le collectif. Et alors, donc le cinéma, c'est du collectif, c'est un art collectif, et c'est aussi ce collectif-là qui vous a attiré ? Alors moi, pour être franche, ce qui m'a attiré, c'est surtout d'aller au bout d'un travail avec Louv. Direct, c'était l'envie de favoriser ce qu'il avait à dire, de favoriser ce qu'on avait à dire sur son pays et sur la relation entre nos deux pays. Donc Louv, que vous avez rencontré à Madagascar ? Oui, Louv, j'avais déjà rencontré à Madagascar avant même de commencer mes études de psychologie. Mais je m'étais déjà inscrite en psychologie avant de le rencontrer. Et j'ai commencé, en fait, je l'ai rencontré entre le bac et ma première année de DUG. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au bout de 2 ans de DUG de psycho, c'est là que j'ai eu envie de me réorienter vers l'anthropologie. Et après, c'est lui qui a fait une école de cinéma à Toulouse. Et c'est par la suite que j'ai eu envie de faire de la production pour qu'on aille dans la même direction, quoi.
Et avant de faire cette école de cinéma, Lou, vous étiez déjà passé par le journalisme ou vous avez tout fait en même temps? Alors moi, je suis passé par la case journaliste parce que j'ai pas trouvé dans mon domaine le métier qu'il me fallait, c'est-à-dire être agent de développement. J'ai fait mes études ici à Bordeaux en 2000-2002. Normalement, j'étais destiné à être agent de développement. Et comme au pays, les postes sont occupés par les autres, les expats surtout. Ça arrive pas souvent qu'un Malgache ait le même diplôme que les expats, mais on préfère les expats pour diriger ces projets-là. Donc, j'ai fini par être journaliste. Et dans le journalisme, effectivement, il y avait une soif pour moi et une frustration de ne pas aller au bout des histoires que je récolte quotidiennement. Et j'avais envie secrètement d'avoir un peu de place ou un format plus épanouissant par rapport à ce que je voulais raconter. Et c'est là que j'ai intégré Infocom à La Réunion pour me former dans le journalisme audiovisuel. Et c'est là que j'avais envie encore de passer un concours dans une école de cinéma à Toulouse et j'étais pris et c'est comme ça que je suis devenu cinéaste. Et finalement, le fait d'être cinéaste et notamment de films documentaires réunit un petit peu ces deux passions premières parce que le journaliste est quand même censé être en prise avec le réel et de récupérer des histoires. Peut-être qu'il n'arrive pas à aboutir parce que ce serait trop long, mais vous, justement, vous les amplifiez. Et puis, les questions de développement, elles imprègnent votre cinéma. Donc, il y a une espèce de fusion comme ça de ces deux thématiques qui vous traversent. Et pour vous, Mohamed, vous avez aussi commencé par le journalisme, mais il y avait la programmation cinéma aussi. Et à un moment, vous avez eu envie de passer de l'autre côté de la force. Oui, alors, moi, je veux dire, c'est beaucoup par l'écrit, parce que j'ai toujours été passionné par l'écriture depuis tout petit. Donc j'écrivais des poèmes, je lisais beaucoup. Quand j'étais petit, on a grandi en Normandie, dans une ville portuaire, Le Havre. Et j'attrapais les journaux de mon papa et je lisais tous les articles. J'avais une espèce de passion pour devenir journaliste, mais presse écrite. J'ai fait mes études à Londres, à SOAS. Et ensuite, j'ai commencé par un premier poste dans un journal culturel, un hebdomadaire qui s'appelait Echoes, Black Music Weekly. Et après, c'est une recherche de liberté parce que j'ai trouvé que écrire des papiers, 2 feuillets, 3 feuillets, j'avais envie de dire plus de choses. Pareil. J'étais dans une frustration qui était terrible parce que le rédac chef me disait non mais là t'écris trop, il faut synthétiser, etc. Et moi je disais mais j'ai à peine commencé. Il fallait le chapeau, et le petit truc. Il y a des nombres de signes à respecter. Et le nombre de signes, et j'avais une frustration terrible. Et j'étais aussi déjà passionné par le cinéma, mais mon père n'avait pas les moyens de me payer la London Film School. Et donc, je regardais beaucoup de films. Et c'est un ami qui est ce qu'on appelle Steadicammer. Donc, c'est des caméramans qui sont un peu volants, qui m'a dit « Mais toi, tu devrais écrire pour le cinéma, en fait. Parce que là, tu vas retrouver ta liberté. » C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le cinéma. J'ai fait tous les postes. J'ai fait du thé, j'étais sur les plateaux à Londres, j'étais assistant, j'ai fait tout ça. Et j'ai eu un désir de reconnecter avec les Comores, mais en passant par la Réunion. Donc vous êtes originaire? Non, je suis originaire. Et ce désir-là était très profond parce que ma mère est à la Réunion, je ne la connaissais pas. Donc je me suis dit que aller aux Comores directement, Londres aux Comores, ça allait être très violent. J'ai essayé. Puis je me suis retrouvé, j'ai pris une première claque parce que les coupures d'électricité, je ne savais pas ce que ça voulait dire. L'Afrique, quoi. Pour moi, c'était fantasmé, l'Afrique. Hein. Délestage. Ouais, tout ça. Donc, j'ai commencé. En fait, la Réunion a servi un peu de tampon. Et j'ai commencé comme ça. Et ça a été... et devenir programmateur a été mon école de cinéma. Et alors, vous disiez que vous avez fait tous les métiers dans le domaine du cinéma et vous continuez à le faire parce que vous êtes cinéaste, mais vous êtes aussi, je l'ai dit en début d'émission, directeur exécutif de DOCA, Documentary Africa, basé à Nairobi, qui est un partenaire important d'Afrique en Vision depuis sa première édition. On y reviendra. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le projet de DOCA et de quel constat ce projet est-il né ?
Je pense que c'est d'abord une idée. En fait, je pense que souvent, les projets, c'est une idée un peu folle de plusieurs producteurs. Judy Kibinje, qui est productrice kenyane. Salem Brahimi, qui est producteur franco-algérien. Jean-Marie Thénault, qui est producteur et réalisateur cinéaste camerounais. Femi Ogdubemi, qui est un grand producteur qui a un peu lancé Nollywood à Lagos, au Nigeria. Et Steven Markovich, qui est un producteur sud-africain. Ils étaient accompagnés de Jocelyn Barnes, qui est une grande productrice américaine qui a eu une palme d'or pour un film de Happy Chaptong, Ferasat Cool. Et ils se sont dit, mais eux, c'est des fanats comme nous de documentaires. Ils se sont dit, mais là, il y a un problème avec le cinéma documentaire sur le continent. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une plateforme, faire quelque chose ? Et puis, ils ont écrit une bafouille. Ils ont réussi à avoir un peu d'argent d'une fondation qui est basée à Johannesburg, qui est moitié anglaise, moitié sud-africaine, qui s'appelle la Fondation Bertha, qui donne aussi des aides. Et là, à partir de ça, ils ont contacté pas mal de gens, dont Alessandro Jetlowski, qui fait partie de l'Institut des Afriques. De la chaire de la diaspora africaine, oui, diaspora, qui sont un peu des spécialistes du cinéma africain, souvent, et puis des gens dans tout le continent. Et ils se sont partagés le continent, ces gens, ces chercheurs, ces critiques, et ils ont interrogé tous les acteurs du cinéma documentaire sur le continent, c'est-à-dire les cinéastes, les gens qui faisaient des festivals de documentaires, les producteurs spécialisés en documentaire, les publics. Ils en ont sorti un rapport monstrueux de 700 pages qu'ils ont présenté à IDFA en 2014 en disant voilà les constats, voilà l'écosystème du cinéma documentaire sur le continent, voilà les failles, voilà ce qui manque dans toute la chaîne vertueuse du cinéma. Et voilà ce qu'on pourrait faire, c'est de créer une espèce de fonds, une plateforme pour se dire voilà, on va soutenir. Et ça a été monté après au Kenya en 2018 et ils ont cherché quelqu'un pour gérer tout ça, c'est-à-dire il y avait l'argent, il y avait le projet de dire on va avoir une vision panafricaine, on va renouveler le panafricanisme et ils m'ont trouvé un peu par hasard parce que moi j'étais dans une volonté de revenir 100% cinéaste. J'ai refusé au départ. J'ai dit, mais moi, je veux juste faire des films. C'est trop gros pour moi. J'ai dit, laissez-moi tranquille. J'ai refusé une fois, 2 fois. Ils m'ont dit, non, il faut vraiment que tu lises le projet. C'était vous. Voilà, donc j'ai lu le projet. J'ai dit, mais il y a une vraie vision. La vision, c'est de se dire, pour les producteurs, les productrices du continent, quand ils vont faire des films, je pense qu'Eva en parlera mieux que moi, oui. Souvent, ils sont obligés de faire des coproductions internationales et souvent ils partent avec juste l'histoire, ils n'ont pas de capitaux de départ. Donc l'idée c'était de leur donner une espèce d'incentive, une espèce de capitaux de départ et de pouvoir les soutenir pour qu'ils soient un peu plus armés pour aller sur le marché international et pouvoir aider, quoi. Donc c'est un peu ça la vision. Et lors justement de la projection au cinéma Utopia, lors de la soirée d'ouverture du film de Louvre, Sitabaumba, Eva, vous avez dit, en parlant de Doka, vous avez fait une remarque qui m'a frappée. Vous avez dit que recevoir un soutien de Doka, c'est d'autant plus important que ça vous permet une liberté d'expression que vous n'avez pas forcément via d'autres canaux. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme le dit très bien Mohamed, en fait, on arrive... Bon, nous, c'est un cas très particulier puisque j'ai aussi créé ma société à La Réunion. Oui, on va en parler, et que donc, je fais des coproductions entre ma société réunionnaise et ma société malgache. C'est un cas idyllique, entre guillemets, dont rêvent beaucoup, je pense, de réalisateurs africains, parce que ça permet, en fait, justement, une liberté de ton, une liberté d'écriture. Mais s'il n'y a pas des fonds comme celui de Doka, qui sont réservés aux pays du Sud, qui donc cherchent quand même, d'une manière ou d'une autre, l'originalité de l'écriture d'un film africain, on se retrouve face à des diffuseurs, que ce soit des télés, des plateformes, même des distributeurs cinéma, qui ont une image de ce que le public attend d'un film africain.
Et donc, souvent, en fait, en tant que producteur d'un film africain, on est obligé de se soumettre à cette attente-là. Et le fait d'avoir des financements où l'attente est différente, ça nous permet d'arriver plus costaud en disant non, mais nous, on ne dépend pas que de vous. On ne vient pas vous faire, entre guillemets, la manche, là, ou je sais pas. On a aussi on a une certaine liberté. Donc, vous prenez le projet tel qu'il est ou on va se débrouiller sans vous. C'est cette force-là, en fait. Et peut-être pour rajouter, oui, Mohamed. Ce qui est important pour nous, quand on choisit les membres des commissions, c'est de comprendre un peu cette philosophie, de se dire... on soutient le cinéma du réel, mais le réel africain, il n'est pas que dark, il n'est pas que misérable, il n'est pas que négatif. C'est-à-dire que il y a de la complicité comme partout dans le monde, et on cherche des réalisateurs, réalisatrices qui sont capables de montrer, même quand vous filmez quelqu'un qui est dans une décharge à Lagos ou à Tunis, mais en fait, il y a quelque chose de... Il y a une lumière aussi chez cette personne. Et souvent, les films qui sont montrés, surtout dans le Nord, sur l'Afrique, sont des films qui ont quand même, qui sont plombants dans le sens où c'est très, très... il n'y a pas, j'allais dire, de juste mesure, il n'y a pas de nuance. Donc, nous, l'idée, c'était de se dire, on va soutenir des cinéastes comme Louvre ou d'autres, ou Pascal, qui est là demain, avec Hit Beater, etc., qui montrent cette nuance et qui montrent que le réel, en Afrique, il est complexe. Des fois, il peut être sombre, mais il peut être aussi beau et intéressant et positif. Et il peut aussi donner une image qui est plus nuancée. Moins didactique, moins... Et donc ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que les films qui ont tourné longtemps et qui sont des films qu'on va cataloguer africains, mais quand on les regarde, si on les met tous ensemble, on se rend compte que c'est catastrophique, en fait. Oui, c'est vraiment une vision très réductrice. C'est une vision très réductrice de ce que nous sommes, nous, Africains. Et qui est sournoise parce qu'elle imprime les esprits. Oui, elle imprime les esprits. Le collectif, voilà. L'imaginaire collectif. Oui, l'imaginaire collectif. Et Louvre pourrait très bien le dire, c'est dans l'écriture, on vous dit, il faut insister sur tel ou tel protagoniste ou sur tel ou tel autre protagoniste. Mais le protagoniste comme Lee, qui est résilient, qui est fort, qui reste debout malgré... Donc Lee, le paysan, un des personnages principaux du film de Louvre. Il n'est pas intéressant, Lee, parce qu'il est positif. Et justement, Louvre, là on est au cœur aussi de votre univers, parce que vous filmez ces personnes, ces paysans pauvres, ces personnes qui parfois sont obligées d'aller dans les décharges pour survivre. Et en même temps, vous les filmez dans leur force de travail. Donc, vous les filmez dans leur dignité et dans leur capacité à se mobiliser pour chercher, coûte que coûte, de quoi nourrir leur famille. Donc, j'imagine que vous, quand on vous impose un regard comme ça du Nord occidental sur une histoire que vous voudriez raconter, c'est impossible. C'est carrément difficile. Difficile déjà dans la phase d'écriture du film pour convaincre les autres de travailler avec nous pour faire le film. Et surtout parce qu'il y a toute une histoire et des stéréotypes qui sont véhiculés dès qu'on parle de cinéma africain ou malgache. Et que pour nous, le challenge, c'est d'apporter notre touche et surtout cette envie de comment on veut se voir à l'écran. Et est-ce que nos pères auront honte de notre propre film? Est-ce que nos films libèrent nos peuples ou ça les emprisonne à nouveau, comme ce qui a été fait depuis des décennies et des décennies? Donc, le combat pour nous, c'est de proposer une nouvelle vision de nos réalités avec notre manière de raconter les histoires. Et moi, personnellement, je ne crois pas du tout à cette universalité des choses où on se dit, là, il y a un plan, c'est universel, tout le monde devrait comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les clés culturelles pour comprendre nos réalités. Et c'est à nous, en tant que cinéastes africains, de proposer quelque chose d'autre,
d'insuffler une nouvelle vision de ces réalités-là. Et mon premier long métrage a vraiment voulu exprimer ça parce que... Donc, vous pouvez rappeler le titre, Lou, de votre premier long métrage? Alors, mon premier long métrage s'intitule Adigasi, The Malagasy Way. C'est un film qui a beaucoup tourné dans les festivals, hein, Exactement. qui a été très remarqué. Voilà, et même qui a été distribué en salle et qui a fait pas mal d'entrées. Et que le postulat était ceci, parce que j'étais au pays et je voyais justement cette misère, pauvreté, tout ça là. Et je me suis dit, en 2013, par là, s'il y a une grosse crise mondiale, ceux qui ont l'habitude de souffrir s'en sortiront un peu mieux que les autres. Donc, c'est vraiment voir ces difficultés-là comme laboratoire et de proposition de solutions à ce qui s'y passe avant que... Maintenant, c'est devenu à la mode, le recyclage et tout ça. Et moi, j'ai filmé les petites entreprises familiales qui arrivent à faire des belles choses avec la poubelle de la ville et qui arrivent à envoyer leurs enfants à l'école. Donc, je vois plutôt ça que de s'arrêter à juste dire c'est des gens qui ne gagnent pas plus de 2 dollars par jour et voilà. Donc, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi des gens qui vivent, qui arrivent à proposer des nouvelles solutions très avant-gardistes, en fait. Et alors, ces solutions, ces regards sur le continent, ces histoires qui sont racontées par les cinéastes du réel, est-ce que autour des projets qui sont mis en place, qui sont soutenus par DOCA, est-ce qu'il y a des thématiques ou des sujets particuliers que DOCA cherche à promouvoir à travers les documentaires qui sont produits en Afrique ? Alors, déjà en termes de chiffres et de data, on reçoit entre 1100 et 1200 projets par an pour en financer une vingtaine. Donc, il y a une espèce d'entonnoir quand même qui est assez impressionnant. D'accord. Donc, Lou et Va, avec leurs projets, ont eu beaucoup de chance. Ouais, ils ont fait une première shortlist, une deuxième shortlist, une troisième shortlist. Et puis une dernière aussi, où on a fait un entretien Zoom avec l'équipe, etc. Ensuite, sur les tendances, il y a aussi une tendance au niveau du genre où on est à 53% de projets portés par des hommes, 47% par des femmes. Donc c'est une très belle tendance parce qu'on commence à être un peu équilibré. L'autre tendance, quand on regarde nos statistiques, c'est que il y a à peu près depuis maintenant, nous on a commencé à lancer le fonds en 2019, début 2020, juste avant le Covid, premier appel à projet. On a 5 appels à projet par an. Il y a une tendance qui est 30% des projets, on regarde historique sur les réalités, sur l'histoire récente de l'Afrique. Donc il y a une volonté de déconstruction de l'héritage colonial, que ce soit les projets qu'on reçoit d'Afrique de l'Est, du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest ou australe. Il y a vraiment quelque chose là qui est vraiment très fort, où les cinéastes essaient de s'emparer de l'histoire de leur pays et de la déconstruire. Parce que souvent, on remarque, j'en parlais avec Sam Soko, grand producteur kényan, c'est que, par exemple, le Kenya, là où nous sommes basés, l'histoire du Kenya, par exemple, on occulte la période des Mau Mau, qui sont vraiment eux qui ont lancé le mouvement d'indépendance des Kenyans. Donc finalement, on occulte un petit peu ceux qui ont fait que le pays est devenu ce qu'il est devenu. Donc il y a cette tendance-là. Il y a une tendance aussi sur des films qui sont portés sur l'appropriation des terres et l'exploitation des ressources. Ça, c'est une tendance qui perdure depuis pas mal d'années. Hein. Qui est voilà. Celle racontée par Louva dans son film. Voilà, qui est une vraie tendance parce que ce qu'il raconte dans son film, c'est des choses qui se passent partout sur le continent. On récupère des terres et ça va même plus loin parce que, par exemple, cette année, on a reçu beaucoup de projets où beaucoup de cinéastes questionnent la question du climat et la question de qu'est-ce que c'est que... travailler pour le climat quand les gens qui préservent la biodiversité de façon naturelle depuis des siècles, voire des millénaires dans certains, eux, on leur dit c'est pas à vous de le faire.
On a reçu beaucoup de projets en Afrique de l'Est là-dessus, parce que c'est vraiment devenu quelque chose de très prégnant en Afrique de l'Est, où par exemple, on va dire à des populations Maasai, etc., ou des populations très très anciennes en Tanzanie. Je pense à un projet, par exemple, où on leur dit « mais non, c'est pas à vous de gérer la biodiversité ». Alors que ces peuples-là la gèrent depuis 1000 ans. Depuis toujours. Donc, mais nous, on va vous ramener des experts pour la gérer. Et puis, il y a aussi la relation postcoloniale et la relation vers le nord, vers le sud. Donc, c'est des grosses tendances. Après, évidemment, on déplore le manque de moyens pour ces producteurs. La plupart de ces producteurs, justement, sont obligés de faire des coproductions internationales. Nous, on essaie de pousser à des coproductions intra-régionales parce que ça peut baisser les coûts. On se rend compte que souvent, les budgets sont des budgets calqués sur les modèles de budget européens, parce qu'ils ont un coproducteur français, allemand, anglais, américain. Donc, comme c'est des producteurs qui sont sur des lignes budgétaires différentes avec des histoires de taxation, etc., qui n'ont rien à voir, donc les budgets sont explosés. Donc, nous, on leur dit, mais vous êtes à Nairobi, allez trouver un coproducteur au Rwanda qui a un fonds maintenant. Le Rwanda a un fonds. Et essayez de faire de la coproduction régionale. Vous allez voir, vos budgets vont baisser. Vous n'allez pas passer 5 ans à chercher des financements, mais peut-être 3 ou 2. Donc, il y a ces tendances-là, en fait, sur le continent. Après, nous, on a plusieurs appels, des aides au développement, à la production, à la poste. Et puis, on va lancer l'année prochaine un appel pour l'impact, qui est comment travailler le film sur les populations locales. Donc, c'est des tendances qui sont assez fortes. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que le genre documentaire est en plein essor sur le continent. D'ailleurs, on dit souvent, tout le monde aujourd'hui se documente, même en Europe. C'est-à-dire, on a les smartphones, on raconte sa vie, on poste, etc. Donc, il y a il y a une génération qui passe du smartphone à vouloir raconter quelque chose de plus. Parce que là, raconter quelque chose de plus, c'est le travail de Louve et de Eva en tant que productrice, et de Louve en tant que cinéaste, c'est apporter sa vision. C'est pas juste documenter le réel avec son smartphone. C'est apporter sa vision, et c'est aussi faire un acte finalement politique, parce que vos films, ils racontent le réel dans son quotidien le plus simple et le plus évident. Mais j'imagine que, ne serait-ce que par rapport à votre dernier film, politiquement, il pose des questions par rapport aussi aux différents pouvoirs malgaches qui sortent pas grandis de ces films-là. Est-ce que vous êtes importuné, on va dire ça comme ça, quand vous tournez Louve, quand vous êtes par exemple à Madagascar avec votre caméra, que vous filmez les luttes des paysans qui se battent pour qu'on ne leur vole pas leurs terres? Jusqu'ici, non. Si on pose la question par rapport à l'État, par contre, je n'ai pas demandé l'autorisation de faire ce film parce que normalement... Sita Bamba, donc, qui vient de sortir. On devrait passer par la case de l'Office malgache du cinéma et tout ça, faire les papiers, leur laisser le synopsis du film et tout ça. Je ne suis pas passé par ça parce que déjà, ils n'ont pas de fonds. On en a parlé du fonds tout à l'heure pour que nos films soient un peu plus costauds si on va aller chercher les fonds à l'international. Donc, je ne suis pas passé par eux. Pour moi, cette question de travailler avec eux ne m'intéressait pas, même s'il y a des lois comme quoi il faut déclarer, machin, un truc. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu, par contre, des censures ou quoi que ce soit pour faire mon film. Néanmoins, sur le terrain, de plus en plus à Madagascar et peut-être même en Afrique, porter une caméra, on est très vite catalogué comme un topographe qui mesure les terrains. Est-ce qu'on va accaparer? J'ai même voulu faire un t-shirt un jour. Je suis cinéaste, je ne suis pas topographe. Parce que avec les paysans, c'est vraiment dangereux d'aller déployer sa caméra, son tripode et poser la caméra. Il y a une crainte vraiment à Madagascar de ça parce que
tout le temps, l'État envoie ses géomètres, ces gens-là, sans discussion avec les communautés de base, et qui n'expliquent rien et qui accaparent des parcelles et des surfaces très grandes pour faire de l'agro-business. Donc nous, en tant que cinéastes, on est un peu assimilés à ça. Donc ça, je tiens à le dire, qu'on n'est pas topographe. L'autre problème aussi pour nous, quand on a documenté ce film, c'est que, bien sûr, à certains moments, ça craint un peu parce que y a une séquence dans notre film où il y a des bulldozers qui rasaient les champs des paysans. Et là, ces bulldozers-là étaient gardés par des militaires. Donc là, il y a une utilisation de l'armée de façon privée, complètement illégale. Et ces militaires-là ont essayé d'attraper notre équipe qui était en train de documenter cette situation, parce que une destruction des cultures à Madagascar, ça c'est tout de suite droit pénal. Donc nous, on a besoin de ces preuves-là, et ça sert à ça aussi le film, c'est de fournir aux paysans des preuves de ce qui leur arrive quotidiennement. Et c'est pour ça qu'on a pris 7 ans pour faire ce film, parce qu'il fallait documenter tout ce qui leur arrive et tout ce qui leur tombe dessus tous les jours. Donc oui, pour l'instant, l'État ne nous embête pas. On verra bien comment ils vont percevoir ce film. Vous allez bien voir pour le prochain film. Et dans ce film, C'est à Bamba, il y a en effet ce combat, cette lutte, cette violence imposée par les pouvoirs, mais il y a aussi de la lumière, il y a aussi de la musique. Et on va faire une première pause musicale avec un titre choisi par Mohamed Saïd Oumar. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Mohamed, ce titre ? Oui, alors c'est une découverte. Quand je faisais mon film Carton Rouge, j'étais en repérage à Moroni et je suis tombé sur ce jeune homme qui avait 17 ans à l'époque, qui s'appelle Papa Loté, autodidacte, qui ne sait pas écrire la musique, qui écrit ses chansons dans sa tête et puis se rappelle. Et donc, c'est un peu le futur de la musique comorienne. Donc, Papa Loté, et le titre s'appelle Mdumdu. Mdumdu, en Chikomori, ça veut dire l'homme noir. Donc, il parle un peu de la situation de l'homme noir de façon générale et de sa quête éternelle et perpétuelle de se dire qu'ailleurs, il y a l'Eldorado. L'homme noir, tout est dit. Hadi kweli mdumudu ahunda ni mashaka ibadeka hasa njia hula ambasadi na engo ndo na udepozi yanu makaratasi shazinu pia ndavu yanzo yende hula manga yende hata hema hesha sabuye kahauzi siwezi himengo majana na yeu yatoa tena hafuraha shazinu pia yabo yanza oila visa iliende hula manga shazinu pia koyazonza he tena koyazombea karishirane yeri jondaje hula manga noheni afanya zofanya ngutorora wafatiwe hija wahatu sonsi yeye siwanansi yeya nono yeri jondaje hula manga noheni afanya zofanya ngutorora fatiwe hija wahatu sonzi yeye siwanansi yeya nana
sabuhola mjomba bahera nsifamino wanai indo ya dunge yuni yamba okwasa leo karishurane mavuto maya uribalili ya rohombi henye sabu alava o wakansi ula mabiro watsongorenge malio wanawe hila nasi wanansirerora bahata kwa sinamba haja yo wanawafao baharini yabo badizo urisa aiwa mileo shazinu pia kuyazonza he tena kuyazombea karishirane yeri jendaje hula manga noheni afanya zofanya ngutorora wafatiwe hija wahatu sonti Merci Mohamed Saïd Ouma pour ce choix qui nous a emmenés loin, vers les Comores. On va rester dans l'océan Indien et dans la culture des îles de l'océan Indien. Culture qui est très présente dans vos films, Louv, où la culture malgache est vraiment prégnante. Et en quoi cette culture malgache influence-t-elle votre rapport en tant que cinéaste ? D'abord, par le récit qu'on essaie de déployer dans un film. Moi, j'ai voulu, par exemple, pour le dernier Sitabamba, raconter cette histoire de façon kabar, parce que... Alors le kabar, il faut que vous expliquiez ce que c'est. Ah oui, tout à fait. Alors le kabar, c'est un peu ce qu'on dit l'art oratoire, pour schématiser un peu. Et ça, c'est un peu plus que ça, parce que c'est vraiment une manière de penser le monde. Et il y a des orateurs traditionnels chez nous. Je dis traditionnels, pourtant on les invite toujours dans les cérémonies de mariage, de naissance, dans tous les pans de la vie d'un malgache. J'ai voulu en fait que ceux-là prennent en charge le récit de cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui maîtrisent notre univers mental. C'est-à-dire qu'ils utilisent plein de proverbes dans ce qu'ils disent. Et pour moi, les proverbes véhiculent des images et du son qu'on voit tout de suite de quoi on parle dès qu'on utilise les proverbes pour étayer nos propos. Et comme on parle d'accaparement de terre, il m'a semblé important que ce soit défendu par les kabaristes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'art oratoire, parce que dans l'ancien temps, ces gens-là font office d'avocats, entre guillemets, pour défendre une cause dans les institutions anciennes. Un peu comme les griots sur le continent africain, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et on les invite tout le temps dans les cérémonies de mariage, ce qui est arrivé dans la vie de Lee dans le film. Donc, mais on a dû raccourcir, parce qu'on ne peut pas faire un film simplement avec de l'art oratoire. Donc, on a pris ce concept-là de façon plus globale. Donc, on a joué sur les métaphores des images un peu oniriques, de la paysannerie et tout ça, pour faire passer cette idée que notre langue est belle, de toute façon. Et vous avez joué avec les métaphores, mais vous jouez aussi avec la culture et les artistes, puisque dans votre film, on voit Temandrout, qui est un plasticien malgache reconnu et qui est engagé lui-même auprès de sa communauté au sud de Madagascar. Il y a aussi la compagnie de théâtre Miangali, qui est dirigée par Christiane Ramanantsoa, qui intervient dans le film à travers des marionnettes qui ont un rôle important dans ce film. Il y a la voix de la comédienne franco-ivoirienne Claudia Tagbo, qui est la narratrice du film. La collaboration avec ces artistes pour raconter la lutte des paysans, est-ce qu'elle a été d'emblée présente dès le début du projet ? Alors, c'était un peu évolutif parce que l'écriture du film face au réel qui change tout le temps,
a été un peu évolutif. Mais l'intervention de Temandrout et de la compagnie Miangal ont été écrites déjà dans le dossier du film, dès le début. On a voulu faire intervenir Temandrout parce que on voudrait aussi que les enfants de ce village aient un rôle à jouer dans cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est eux qui vont transmettre à leur tour à leurs enfants cette histoire de lutte. Et c'est la lutte en héritage, en fait, un peu pour eux, pour pas se faire avoir par les spéculateurs immobiliers ou les spéculateurs de terre à Madagascar. Donc ça m'a semblé important de renverser un peu cette tendance où on les prend comme des marionnettes. Et du coup, c'est là qu'intervient la compagnie de théâtre Miangal, parce qu'on a fait un théâtre d'objets basé sur le tantar. Le tantar, c'est un jeu traditionnel malgache où on fait jouer des pierres qui représentent des personnages. Et c'est la compagnie Miangal qui fait la voix de toutes les marionnettes jouées par les enfants. Donc les enfants organisent à ce moment-là une pièce de théâtre d'objets que j'ai écrit. Et ça a servi en tout cas à appeler les journalistes pour plaider encore plus, faire du bruit par rapport à leur cause. Donc c'est vraiment un projet voulu, artistique, pour porter haut la cause paysanne, la lutte paysanne. Et le combat des paysans. Et alors vous écrivez à quatre mains avec Eva. Comment ça se passe, votre collaboration? C'est chacun à son thème, ou alors vous passez vos journées à vous engueuler parce que vous n'êtes pas du tout d'accord sur la voie choisie par l'un et l'autre, ce qui est d'autant plus compliqué que vous êtes aussi époux à la ville. Comment ça se passe d'écrire à quatre mains un film avec Louve? En fait, quand on s'y met, c'est vraiment jouissif. Mais en fait... Nous, on n'a rien dit. Hein. Mais le problème, c'est d'être en bonne disposition au bon moment. Parce que moi, je suis très accaparée par la production, qui est chronophage, et qui n'est pas très aussi excitant pour moi. Mais qui est nécessaire, à la création. Donc, voilà, sans production, il n'y a pas de film. C'est ça. Donc voilà, je me dis, il faut. Et donc voilà. Mais du coup, ça m'éloigne beaucoup de ce temps d'écriture. Et pourtant, je vois bien que quand on s'y met vraiment tous les deux, on est très efficace. Et quand on fait séparer, ça ne marche pas trop. Autant, c'est surtout sur ce film-là qu'on a fini par accepter cette situation. Petit à petit, on s'est rendu compte. Bon, c'est quand même bien que dans un premier temps, Louve, il monte les images un peu seul, entre guillemets. Moi, des fois, dans un premier temps, j'essaye d'écrire quelque chose un petit peu. Mais après, si on ne prend pas le temps de travailler vraiment ensemble, ça ne donne rien. Pour le cas de la voix de Claudia Tagbo, la voix de l'oratrice, ça a été vraiment très important qu'on collabore parce que moi, j'apporte les éléments culturels malgaches et Eva apporte aussi cette manière de dire les choses qui est jolie. Elle apporte sa musique. Oui, voilà. Et la cadence des mots aussi. En français. Parce que là, pour le coup, c'était une voix en français. C'était du coup... ouais. Oui, donc c'était important de transmettre ça parce que c'est un challenge quand même de se dire je prends le kabar et je vais faire un orateur francophone dans mon film. C'est un vrai challenge où ça nous a pris quand même 2 mois pour écrire cette voix d'oratrice dans le film. Et alors, une question commune à vous trois, quand je vous écoute parler, Eva et Louve, de cette collaboration, Eva, vous êtes d'origine française,
Louve, vous êtes malgache. Et on est dans une période de tension extrême, s'il en est, entre les relations entre la France et le continent africain, et notamment les pays dont elle a été le colonisateur. Et il y a un rejet un peu généralisé de la France en Afrique qui peut s'entendre et se comprendre. Et en même temps, il y a des projets qui se font, et la nécessité de la circulation entre les deux pôles, elle s'impose aussi. Vous, en tant que créateur, porteur de projets, producteur, productrice, est-ce que vous vous sentez une responsabilité pour essayer de préserver des échanges, de ne pas casser tous les ponts ? Alors, Mohamed. Je pense qu'il faut, sur cette relation qui est vraiment tendue, surtout en Afrique de l'Ouest, puisque Bénin, Burkina, Mali, Niger, les relations même culturelles ont été stoppées. Je pense que le cinéma, moi qui vois ça d'un point de vue depuis Nairobi et plutôt international et panafricain. Et donc d'un pays anglophone qui a une autre histoire. Je pense que le cinéma français a quelque chose de beau dans le sens où c'est un cinéma qui a toujours été ouvert sur les cinémas du monde. Donc je dirais que c'est une exception française et que les gens du cinéma, c'est-à-dire les producteurs, productrices, les réalisateurs, etc., ont eu une affection particulière pour les cinémas d'Afrique. Plus avant, peut-être moins maintenant. Donc il y a une relation qui est un peu que le cinéma a toujours été un peu à part des relations politico, même si ça a servi d'outil de propagande à un moment donné, et qu'il y a aussi des abus, qu'il faudrait avoir des coproductions plus équitables, c'est le mot à la mode, etc. Mais je dirais que l'art, le cinéma, a toujours été un peu en marge de ces relations qui sont tendues pour des raisons qui sont très très claires. C'est des raisons économiques. Nous, on a soutenu un film qui s'appelle Une histoire du franc CFA où Cathy Ndiaye explique par A plus B l'historicité de cette monnaie. Qui est diffusée dans le cadre d'Afrique en Vision. Dans 14 pays d'Afrique, dont aux Comores. donc, je pense que économiquement et politiquement, la France n'est pas sortie de la France-Afrique. Même s'il y a des choses il y a la communication gouvernementale autour, etc. Économiquement et politiquement, je pense qu'il faudrait qu'à ce moment-là, les responsables français prennent exemple sur le cinéma. J'allais dire presque. Il faudrait que vous les invitiez. Il faudrait créer un festival spécial pour eux. Voilà. Je pense que là, ils ont quand même encore un peu de retard. Et moi, quand je vois ça d'un pays anglo-saxon, c'est vrai que quand j'explique à mes collègues à Nairobi qu'une monnaie qui est diffusée en Afrique de l'Ouest, que 14 pays d'Afrique de l'Ouest ne battent pas leur monnaie, ça choque un Kényan. Aujourd'hui, en 2023. C'est inconcevable pour un Kényan ou un Ougandais ou un Tanzanien ou un Éthiopien de se dire qu'en 2000, le gouvernement du Bénin, du Sénégal ne frappe pas sa monnaie. Donc, on est quand même sur un décalage sur le continent qui est quand même assez impressionnant par rapport à ça. Donc, il y a vraiment un travail. Moi, j'avais été invité dans le cadre de Cinéma du Réel il y a 2 ans. On avait fait venir beaucoup de gens du continent grâce à Catherine Bizin, la directrice du Cinéma du Réel. Il y avait un spécial focus sur le cinéma documentaire en Afrique. J'étais invité dans une radio nationale où je disais le problème, il n'est pas en Afrique, le problème, il est ici. Il faut le régler ici. C'est pas là-bas. Nous, on fait des films avec de l'argent ou sans argent. Le problème, il est ici. Et alors, par contre, s'il y a bien un pays dont qui frappe sa monnaie, alors elle ne circule pas à tous les étages, c'est Madagascar. Ça, c'est sûr. On a le arrière depuis longtemps. Mais bon, bizarrement... cette monnaie-là, effectivement, c'est pas convertible. Si on amène le arrière et ailleurs, ça marche pas. Et donc, alors vous, justement, par rapport à la question initiale sur cette responsabilité en tant que cinéaste, pétri finalement d'une double culture aussi, parce que vous avez étudié en France, vous êtes marié à une Française, et en même temps, vous restez profondément malgache. À Madagascar, il y a aussi des sentiments anti-français qui s'expriment. Comment vous, en tant qu'artiste, vous pouvez cultiver d'autres choses ou proposer
d'autres choses par rapport à ce terreau-là qui est un peu binaire finalement des deux côtés? Moi, je dirais qu'à Madagascar, il n'y a pas un sentiment anti-français. Et peut-être même dans la plupart des pays africains, c'est surtout la politique française à l'endroit de ces pays-là qui sont vraiment critiqués, décriés par les communautés, la population. Mais il y a des choses qui marchent dans la collaboration entre les Français et les Malgaches. Hein. Donc, moi, je reste prudent par rapport à ce terme-là. Oui, c'est vrai qu'il voilà. il est assez maladroit. Et en fait, il est nourri par la politique française. Je voudrais juste rajouter une chose Oui, très Mohamed. importante. Le continent africain est un continent très jeune, mais grâce au réseau, grâce à tout ce qui est... Aujourd'hui, n'importe quel citoyen sur le continent sait qu'il a à peu près des pantins en place en tant que gouvernant. Il n'y a même pas besoin de faire Sciences Po, etc. Vous allez à Moroni, aux Comores, on sait qu'on a des pantins. Vous allez à Tana, vous allez à... etc. Surtout dans les espaces francophones. Et donc, il y en a qui sont là depuis longtemps. Et les gens se disent, ils sont financés, maintenus. Ben On a des moqueries d'élections démocratiques, mais les gens ne sont pas bêtes. Ils se disent, mais comment ça se fait que notre partenaire historique maintient ces pantins-là? Je pense qu'il y a une exaspération qui est là, qui est justifiée aussi. Et moi, je dis souvent, Oui, en Eva. fait, je trouve qu'on parle beaucoup de ceux qui sont corrompus et qu'on parle beaucoup moins de ceux qui corrompent. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des gens qui soient des corrupteurs. Enfin, il y a quand même... Il y a un système qui permette ça. Ah ben, quand même, quoi. Donc ça, c'est un vrai souci, surtout quand on parle avec des gens qui connaissent pas bien, enfin des gens je dirais des Français lambda. Des Français lambda qui écoutent BFM TV, qui écoutent, je sais pas moi, tous les médias un peu... des médias, je sais pas comment dire ça, mais vous m'avez compris. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils répètent un discours. Ah oui, mais alors, c'est parce que ces gens-là, ils sont corrompus. Bah oui, mais alors, on parle jamais de qui les corrompt. C'est grave. Et alors, on va faire une seconde pause musicale avec un musicien qui, lui, n'est pas corrompu du tout. Hein, tellement pas corrompu du tout que c'est un des plus grands musiciens malgaches proposé par Louv et qui a du mal à faire une carrière internationale. Vous nous le présentez, Louv ? Alors, Jean Pissou, c'est un musicien du sud de Madagascar. Moi, j'aime beaucoup les musiciens de cette région-là parce que ça fait partie Jean Pissou fait partie d'un patrimoine musical malgache. Quand j'étais petit, déjà, j'entendais sa musique à la radio, en générique d'une émission très connue là-bas. Et c'est aussi le musicien qui a su jouer l'accordéon autrement que ce que j'entendais ici en Europe. Alors, on va le découvrir tout de suite avec le titre. Vous vous rappelez du titre ? Tsapiki 2000 ? Oui, Tsapik. Tsapik, qui est un rythme musical malgache.
Merci, Socha Louve, pour ce choix. Et vous nous disiez pendant l'écoute de ce titre que Pizzo est un monsieur qui doit avoir plus de 70 ans et qui fait encore danser les jeunes dans les bals poussières. Et c'est une transition idéale que vous m'offrez, parce que j'avais prévu de vous interroger tous les trois sur la notion de la transmission qui est inhérente à vos engagements respectifs et qui se situe à différents niveaux. Et notamment, Mohamed Saïdouma, vous pouvez nous parler du programme dans lequel vous êtes engagé et intitulé The African Heritage Project? Oui, alors c'est un programme qui a été lancé par la Fédération panafricaine de cinéastes dont je fais partie, qui est une vieille organisation, même si elle est un peu dormante, mais il y a ce programme-là qui est très actif, avec un collègue qui s'appelle Aboubakar Sanogo, qui est professeur d'histoire du cinéma africain à l'université d'Ottawa et dans plein d'universités américaines aussi, qui est burkinabé d'origine, Aboubakar. Et l'idée, c'était de savoir qu'il y a beaucoup de classiques du cinéma africain qui sont malheureusement soit en perdition, soit les copies sont en très très mauvais état. Donc avec Aboubakar, on a monté ce projet il y a maintenant 6-7 ans. Les partenariats, c'est l'UNESCO, la fondation Martin Scorsese, parce qu'il faut savoir que Martin Scorsese est un fan du cinéma africain. C'est aussi un très grand cinéphile. Vous pouvez parler du cinéma malien avec lui. C'est un grand ami, je crois, du cinéaste malien, Souleymane Cissé, justement. Exactement. Et puis la Cinémathèque de Bologne, qui est, j'allais dire, la cinémathèque spécialisée dans la restauration de 35 et de 16 mm en Europe, puisqu'ils ont vraiment des spécialistes. Et donc, pour l'instant, il y a eu une dizaine de films qui ont été restaurés, dont des classiques, Munamoto, le film de Désiré Carré, qui était donc passé Munamoto, ici. qui est un film de Jean-Pierre Dikongué Pipa, par Cameroun. exemple, voilà. Mais un film de Medondo. Enfin, chaque année, il y a un film qui est restauré. Évidemment, c'est un process très long parce qu'il faut d'abord trouver les ayants droit, s'il y en a encore qui sont vivants, obtenir les autorisations. Ensuite, il y a tout un travail que fait précisément Aboubakar de repérer où se trouvent les copies, et ensuite de transférer les copies à la Cinémathèque de Bologne, ensuite de faire une restauration presque péloche par péloche. Donc ça, c'est un vrai travail. Maintenant, la question qui va se poser, puisqu'il y a déjà à peu près une dizaine de films restaurés, il y a un festival qui ouvre une fenêtre, c'est Cannes. Tous les ans, dans Cannes Classique, il y a un film qui passe. Un de ces films restaurés qui est diffusé. Ouais, à Cannes Classique, on est là avec Aboubakar, on présente les films à Cannes Classique. Mais maintenant, va se poser la question de trouver des distributeurs qui peuvent redonner ces films-là, j'allais dire, aux audiences en Afrique. Voilà, donc ça, c'est ce travail-là de transmission qui est important, parce que on a un peu, c'est aussi un peu le problème du continent, c'est qu'on n'a pas de mémoire. Et ça vaut pas que pour le cinéma, mais pour beaucoup de choses, en discipline, etc. Donc l'idée, c'est de briser un peu cette chaîne d'absence de mémoire du cinéma et de pouvoir transmettre. On veut pas que, par exemple, les films de Louve et Eva, dans 30 ans, un jeune malgache ne puisse pas y accéder. Et ou qu'il soit obligé de venir trouver un visa, de venir à Paris à la Cinémathèque pour pouvoir visa auquel il n'aura plus droit dans 30 ans. Oui, j'ai un exemple pour finir, j'ai un exemple très très dommageable, c'est que par exemple l'assistant de Sambène Ousmane, un grand cinéaste sénégalais. À un moment, il avait demandé à l'État du Sénégal de récupérer tout ce qu'il y avait dans la maison de Sambène, qui était au port de la mer, etc., et de pouvoir préserver les notes, etc., tout le travail. Ça n'a pas été fait. Donc lui, il a pris tout ça, il l'a amené au MIT à Boston. Donc aujourd'hui, si vous avez un chercheur ou un jeune Sénégalais qui veut faire des recherches sur comment travailler Sambène, il faut qu'il ait un visa et qu'il aille au MIT à Boston. Visa qu'il n'aura pas forcément. Forcément. Donc il y a ce travail-là. Alors c'est un patrimoine monumental des cinémas d'Afrique. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi une autre initiative qui est en commun avec Louve et Eva, qui s'appelle Dokoi, qui est une initiative qui avait été montée il y a quelque temps à Tamatave. À Madagascar, voilà, qui est de la formation en écriture documentaire pour les jeunes auteurs, autrices des îles, Madagascar, Maurice, La Réunion, les Comores.
Ça a marché plutôt pas mal de 2011 à 2015. Ensuite, le partenaire DocMonde, qui est basé à l'USAS ici, finalement a plus de sous. Donc nous, on a créé une association à La Réunion, Cinéastes de La Réunion. On a repris le dispositif, il fonctionne toujours. Quelquefois, on arrive à avoir des auteurs des autres îles. Là, avec le Covid, ça a été très compliqué. Mais là, il y a un fonds de la Commission de l'océan Indien qui s'appelle Allez Venir, ça veut dire en créole mauricien Allez venir. On va pouvoir maintenant faire revenir des auteurs, autrices des autres îles. Et le dispositif, je l'anime avec Alain Dufaux depuis pas mal d'années. On est très content parce qu'il y a un film sur 2 se fait. Et c'est des jeunes auteurs, autrices qui arrivent et qui émergent au niveau mondial. Et vous, Eva, vous intervenez là en tant que productrice. Vous apportez votre regard, votre expérience de productrice? Non, pour l'instant. Enfin, je l'ai eu fait sur Tamatave à l'époque, un petit peu. Mais maintenant, Mohamed et Alain gèrent ça très bien. Moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Mais moi, de mon côté, j'essaye de former quand même ceux qui travaillent avec moi dans ma société malgache. Donc, j'ai une... Donc, Endémica. Endémica Film. Endémica Film, on a surtout, je travaille avec Andy Radifer depuis de longues années, qui avait fait Dokoi à l'époque, en fait. Et là, il n'y a pas longtemps, on disait avec Mohamed, elle a eu la chance, justement, grâce à un partenariat entre Doka et l'ITFA, le festival d'Amsterdam, qui est l'équivalent à peu près du festival de Cannes pour le documentaire, de se rendre, de faire des formations là-bas, etc., de se rendre à ce festival. Et voilà, je me dis que on espère comme ça, en faisant travailler des jeunes, qu'il y ait une relève à Madagascar même, en fait, au niveau de la production, quoi. Alors, il y a la relève donc, avec laquelle que vous essayez d'impulser, d'accompagner. Donc, c'est le futur, mais ce futur, il est aussi traversé par la richesse du passé et des savoir-faire traditionnels, des pratiques traditionnelles que vous, justement, vous mettez en lumière, Louva, dans vos films. Est-ce que mettre en lumière ces pratiques et ces savoir-faire, est-ce que c'est inviter les jeunes générations à reconsidérer ces pratiques et à préserver la mémoire collective? Effectivement, c'est exactement ça. J'essaie toujours d'intégrer notre fond culturel dans mes films. Tout ça, pas parce que je suis traditionnaliste, c'est que... parce qu'il faut accepter aussi que la culture évolue. Mais je voudrais que, avant de prendre une décision d'oublier tel aspect de notre culture, on est conscient de ce qu'on laisse, quoi. Donc, nous, c'est important pour nous de transmettre qui on est dans nos films, parce que faut signaler aussi que nos films sont rares, quoi. Donc, c'est un film qu'on arrive à finir, c'est vraiment précieux. Autant ça se passe comme les films qui se font aux Comores, à l'île Maurice, à La Réunion, Madagascar, toute cette zone-là, et même en Afrique, les films sont rares parce que c'est pas facile d'aboutir à un film. Et donc, la transmission se passe aussi dans le fait de lutter et de batailler pour terminer un film et le diffuser sur le continent et de dire aussi qu'on a nos propres regards qu'on a envie de partager. Mais on va terminer sur cette profession de foi presque, parce qu'il est déjà temps de demander la route. Mais avant de terminer, est-ce que vous pourriez juste en 2 mots parler de vos projets en cours? Alors Mohamed, il y avait Carton Rouge en 2020. Est-ce que vous avez, en plus de tout ce que vous faites par ailleurs, est-ce que vous avez le temps de penser à un autre film que vous souhaiteriez réaliser, ou c'est vraiment pas le moment? Non, j'ai 2 films en cours. Ah. Je sais pas quand... Il a 2 vies, en fait. Ouais, j'ai 3 vies, même, en fait. Non, j'ai 2 films en cours. Un qui est l'histoire de la révolution comorienne, que Louvre connaît bien. J'espère qu'il sera faire partie de l'aventure au niveau du montage, que j'ai commencé à tourner.
C'est un film que je produis moi-même parce que j'ai cherché des partenaires, j'en ai pas trouvé. Le film est un peu complexe. Vous n'avez pas frappé à la porte de Doka ? Non, je peux pas, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Le conseil d'administration m'a interdit. Et puis donc, ça s'appelle Mongosi. C'est l'histoire d'Ali Soali qui a fait une révolution aux Comores de 76 à 78, qui a été tué par le mercenaire Bob Denard. Et donc, c'est un peu un portrait. Et puis, j'ai commencé déjà à tourner l'année dernière. Je tourne petit à petit. Puis, dès qu'on a un temps, dès que j'arrive à attraper ce monsieur qui est très pris, on va se poser, on va monter le film. Et puis après, on verra comment on finit le film. Et puis, j'ai un autre projet qui est un autre portrait qui s'appelle Un destin chorégraphié d'un danseur réunionnais d'origine comorienne qui s'appelle Ismaël Aboudou, qui a écrit un très beau livre qui raconte son parcours de danseur. Et ça, c'est plutôt un film dansé avec beaucoup de chorégraphie. Donc, on commence le développement fin janvier. J'espère qu'on aura l'occasion de les voir lors d'une des prochaines éditions d'Afrique en Vision. Et Eva et Louva, pour terminer, je me suis laissé dire, parce que mes oreilles ont traîné, que vous travaillez déjà sur un prochain film. Vers quel horizon il va nous emmener cette fois ? Un détour. J'ai adoré l'introduction parce que c'est vraiment le titre de notre prochain film, La tangente des crabes. Avec l'idée d'un raccourci, d'un détour, d'un pas de côté, avec toujours cette idée de remettre en question le mode de développement qui est imposé aux pays africains, et là en se concentrant sur la question de l'agriculture. Donc c'est à pas de crabe qu'on se dirige vers la fin de cette émission. Mohamed Saïdouma, Eva Belilouv et Louva, merci Msocha en malgache de votre venue dans les studios de Radio Paul Bert. Msocha, Boris et à Alex pour l'accueil et pour la mise en onde. Velouma à tous et à toutes. Rendez-vous pour des détours tous les mercredis de 10h à 11h. Mais bien sûr, on se quitte en musique. Eva, vous allez nous parler d'un titre qu'on va lancer, qui est celui c'est une voix de femme, parce qu'on n'allait quand même pas n'entendre que des voix d'hommes, si glorieux et magnifiques soient-ils, dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots qui était cette femme ? Alors, Nini Douni, j'en ai entendu parler il y a peu de temps parce qu'en fait, elle a eu un destin tragique. Elle vient de mourir en novembre 2023. Elle vient de mourir là, alors qu'elle était en prison depuis déjà pas mal de temps. Et elle était déjà malade et elle n'a pas du tout été soutenue. Au contraire, tout le monde, ça arrangeait bien tout le monde qu'elle soit plus là pour défendre à la fois la condition féminine et surtout les terres de sa région, Nosibé, qui, comme partout à Madagascar, parce que ont des soucis d'accaparement, il y en a partout en fait. Et donc elle essayait de défendre ça et on l'a mise en prison pour ça. Voilà, donc le titre c'est Malilou. Qui signifie jaloux. Les jaloux n'ont qu'à bien se tenir. Malilou, Malilou, Malilo, yeah, Malilou, c'est Malilou, Malilo, Malilo. Malilou, Malilou, Malilo, oh, Malilou, Malilou, Malilo, Malilo. Malilou, c'est Malilou, Malilo, yo, ya Malilou, Malilou, Malilo, Kamikweze. Malilou, Malilou, Malilo, oh, Malilou, Malilou, Malilo, Malilo. Agora Tony Malilou, Malilo, yeah, ya Malilou, c'est Malilou, Malilo, Kapunzeo. Malilou, Malilou, Malilo, oh, Malilou, Malilou, Malilo, Malilo. Mituliki maninyana Malilo, yeah, ya Malilou, c'est Malilou, Malilo, Kadiso. Malilou, Malilou, Malilo, oh, Malilou, Malilou, Malilo, Malilo. Mandamba tanga reva Malilo, ya bani re, ya Malilou, c'est Malilou, Malilo, Malilo. Malilou, Malilou, Malilo, oh, Malilou, Malilou, Malilo, Malilo. Malilou changa no mangondwe ni Malilo, Malilou, Malilou, Malilo, Malilo. Malilou, Malilou, Malilo, oh, Malilou.
Rangam kaya, bonalai, rangam kaya, eh.